Bienvenue mesdames et messieurs dans Politicia, votre rendez-vous politique. Des Africains qui vendent d'autres Africains comme esclaves. Des Africains qui vendent des Africains comme du bétail, de la marchandise. Le drame est insoutenable, mais il se déroule là, sous nos yeux, en Libye, en Afrique, en 2017. Comment en est-on arrivé là? Comment en est-on arrivé à ces pratiques qui nous arrièrent et qui nous ramènent des siècles en arrière? Il faut aller au-delà de l'émotion, aller au-delà de l'indignation, situer les responsabilités, décrypter les causes et proposer des solutions. Mais quelles peuvent être celles-ci? Trois invités avec moi pour en parler. Patrick Mbeko, vous êtes géopolitologue, vous connaissez très bien l'histoire politique de la Libye. Vous êtes écrivain, auteur de plusieurs ouvrages, dont celui-ci que j'ai entre les mains, Objectif Kadhafi, 42 ans de guerre secrète contre le guide de la Jamahiriya arabe libyenne. Merci Patrick Mbeko d'avoir accepté notre invitation. Au plaisir. Salif Koné, vous êtes un entrepreneur africain. Je vous ai invité parce que vous êtes le symbole de la jeunesse qui investit en Afrique, qui entreprend en Afrique. Vous êtes la preuve qu'on peut rester en Afrique, investir et réussir en Afrique. Vous êtes expert en sécurité. Vous dirigez une société spécialisée dans la fourniture en équipement militaire. Merci, merci, Monsieur Koné, d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir pour moi. Brice Nzamba, avocat au barreau de Paris, habitué de mes plateaux. Vous êtes aussi analyste politique. Merci, maître Brice Nzamba, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Richard. Horrible, ignoble, barbare, infâme. Les Africains manquent de mots pour qualifier ces marchés à esclaves des temps modernes où des Africains sont vendus pour 1200 dinars, soit $400. Mais comment situer les responsabilités? Comment arrêter cette pratique à l'évidence déshumanisante? Élément de réponse dans ce sujet de la rédaction signé Achille Duprat, Graziella Chakonte. Un cri qui vient du cœur. Société civile, activistes, leaders d'opinion, ils étaient des milliers rassemblés dans les rues de Paris ce samedi 18 novembre 2017. À l'origine de cette colère, la vente de migrants comme esclaves en Libye. Comment en est-on arrivé là? Et quelle riposte face à ce drame qui se joue sous nos yeux? Décryptage. Les faits ne datent pas d'hier, mais le déclic a été provoqué par la diffusion d'images chocs montrant une vente aux enchères de migrants subsahariens en Libye. Une scène insoutenable et surréaliste qui n'a pas tardé à faire réagir. Nos jeunes, on les enferme dans des cages, puis on les vend au plus offrant. Et ça ne vous fait rien? Moi, le descendant d'esclaves, j'ai la haine. Très vite, ce coup de gueule deviendra viral, trouvant écho auprès de l'opinion publique et de la diaspora africaine. Entre indignation et désolation, les regards se tournent vers les dirigeants du continent. Nous, peuples africains, qui comptions sur vous pour nous défendre et pour nous protéger, nous sommes surpris et stupéfaits par rapport à votre silence devant cette situation révoltante, humiliante et inacceptable que vivent vos ressortissants, nos frères, nos sœurs, nos fils et nos filles vendus comme esclaves en Libye. Et pour briser le silence, il faut faire du bruit. À l'appel de plusieurs ONG, dont le collectif contre l'esclavage et les camps de concentration en Libye, les Africains se mobilisent, poussant les autorités libyennes à réagir. Le ministère exprime son refus catégorique et condamne fermement ce genre de pratiques inhumaines, contraires à la culture et au patrimoine du peuple libyen. Il réaffirme que ce qui a été diffusé par des médias à propos de ces actes est l'objet d'une enquête menée par les services libyens compétents. Si le résultat de l'enquête confirmait la pratique, les auteurs et complices seront poursuivis et sanctionnés. Le ministère exprime son engagement clair et total au respect de la Charte des Nations Unies à ce sujet. Également au centre de l'attention, les chefs d'État africains sortiront de leurs réserves. Le Nigérien Mahamadou Issoufou a demandé que le sujet soit mis à l'ordre du jour du sommet Union africaine-Union européenne les 29 et 30 novembre 2017 à Abidjan. L'Union africaine, elle, promet des mesures effectives. Je peux vous garantir que les Africains parlent d'une seule voix.
et que sur le problème de la Libye, nous parlerons d'une seule voix. Regardez un problème aussi compliqué que le conflit dans le Golfe. L'Afrique a parlé d'une seule voix. Nous avons dit, voilà la position de l'Afrique, et c'est la position de l'Union africaine aujourd'hui. Donc sur cette question, il n'y a pas un seul temps en retard ou pas en retard. L'Afrique parlera d'une seule voix. C'est inadmissible et c'est inhumain et ce n'est pas possible qu'au XXIe siècle. Donc tous nous sommes conscients et l'Afrique parlera d'une seule voix pour dire qu'est-ce que nous voulons en Libye, pourquoi nous allons nous battre pour que ça cesse. Et ça, je vous fais garantir que ce sera tous les chefs d'État, puis on parlera d'une seule voix. Mais pour l'heure, rien de concret, si ce n'est l'ouverture d'enquêtes. Des enquêtes pour des faits qui ne sont pourtant plus à démontrer. Nul doute donc que pour faire bouger les lignes, il faudra maintenir la pression. De Bamako à Yaoundé, de nouveaux rassemblements ont été organisés ce lundi 20 novembre 2017, toujours à l'appel d'activistes convaincus que l'histoire s'écrit au présent. Patrick Mbeko, on le voit, l'indignation est continentale. Mais le phénomène est-il nouveau? Non, pas du tout. Et moi, je suis d'ailleurs surpris que des gens soient indignés aujourd'hui. Le problème des migrants en Libye ne date pas d'aujourd'hui. Et il a commencé bien avant, même à l'époque de Kadhafi. Sauf qu'avec Kadhafi, la situation était très bien contrôlée. Après l'assassinat de Guide, en fait, après la guerre de l'OTAN, on a vu en 2011, c'est là où le problème a eu une ampleur assez incroyable. Aujourd'hui, on parle des migrants, mais il faut commencer déjà par parler des Noirs libyens, parce qu'il y a des Noirs, il y a des gens qui vivent en Libye qui sont des Noirs. Mais on va focaliser notre... Ça a commencé à partir de là. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à attaquer tout ce qui était noir, parce que l'OTAN, pendant la guerre, avait diffusé une information disant que ce sont les Africains qui jouaient le rôle de mercenaires auprès de Kadhafi. Donc, les gens qui sont venus dans les fourgons de l'OTAN, parce que tous ces gens qui vendent les migrants, ce sont des gens qui sont venus dans les fourgons de l'OTAN. Ça veut dire quoi concrètement? Mais quand l'OTAN a décidé de déstabiliser la Libye, d'attaquer Muammar Kadhafi, elle était allée chercher des combattants. Et la plupart de ces combattants étaient liés à Al-Qaïda. Et certains ont été recrutés à Mazar-e-Sharif par la CIA. Je l'explique d'ailleurs dans le livre. Et ce sont ces gens-là qui sont arrivés en Libye, qui ont pris le pouvoir et qui ont déstabilisé tout le pays et qui ont commencé à s'attaquer aux Noirs, les soupçonnant ou les accusant d'être des pro-Kadhafi. C'était ça le début de l'histoire. Et aujourd'hui, le phénomène a pris une ampleur assez incroyable. Pourquoi? Parce que la Libye n'existe plus comme État. Alors, il y a des gens qui vendent des Noirs parce qu'ils sont racistes et négrophobes, et il y a d'autres qui le font pour se retrouver. Et ça, on ne le dit pas aussi. Il y a des gens qui le font simplement par souci de se remplir les poches. C'est ce que l'on observe. Mais c'est la médiatisation actuelle qui fait qu'on voit que l'indignation prend de l'ampleur. Je suis un peu gêné. Parce que je me dis aujourd'hui, est-ce qu'il faut qu'à chaque fois qu'une chaîne occidentale nous dise ce qui se passe chez nous, alors que tout le monde le sait? À un moment donné, il faut que les Africains aient honte. Aujourd'hui, on s'agite parce que... Mais tout le monde n'avait peut-être pas forcément assez à l'information, cette information-là. Attention, on en parle depuis très longtemps. Depuis 2011, on en parle. Il y a eu beaucoup de rapports. Amnesty International, Human Rights. Il y a même eu cette agence qui s'occupe de la migration internationale qui avait fait un rapport l'année passée sur la vente des migrants africains. Mais personne n'en parlait. Il a fallu qu'il y ait des images de CNN pour qu'on réagisse. Et moi, je me dis à un moment donné, est-ce qu'on va, après ces réactions, rentrer chez nous et dormir et attendre un autre reportage d'une chaîne occidentale pour réagir? C'est aussi ça, la question qu'il faut se poser, parce que ce n'est pas un phénomène qui est nouveau. On va essayer d'y trouver réponse. Et tout à l'heure, Brice Nzamba, un chiffre qui fait foi dans le dos. Il est publié par l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Depuis 2010, 40 000 Africains, 40 000 migrants sont morts noyés dans la Méditerranée. Et l'organisation dit qu'il y a plus que 40 000 migrants qui sont morts, non pas dans la mer, mais en Libye et dans les pays environnants. Nous avons vu ce samedi 18 novembre à Paris une grande manifestation devant la représentation diplomatique de la Libye. Qu'est-ce que ce genre de manifestation peut apporter? Écoutez, moi je veux plutôt nuancer. Je pense qu'il est toujours bien que les gens manifestent. Voilà, c'est-à-dire que cela montre qu'il y a une sensibilité par rapport aux faits. Voilà. Une fois que cela est dit, moi je suis plutôt partisan de ceux qui pensent qu'il faut plutôt penser par les causes et pas par les effets.
Voilà, donc le fait qu'on voit des migrants noyés dans la Méditerranée, des migrants vendus comme esclaves, ça c'est les effets d'un processus qui commence à un certain niveau et donc les causes doivent être recherchées. Oui, mais ça n'empêche pas quand même qu'on proteste contre. Ah non, mais moi c'est ce que j'ai dit. Je pense que les manifestations c'est une bonne chose. Ce serait quand même extraordinaire qu'après avoir vu ces images abominables, que les gens restent chez eux et qu'ils continuent la vie comme si rien ne s'était passé. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des réseaux sociaux, on a la chance d'avoir des chaînes. Moi, je pense que peu importe la chaîne d'où ça vient et que dès lors que ça a produit les faits que ça a produit, je pense que c'est une bonne chose. C'est vrai que c'est regrettable qu'on ait attendu ces laps de temps depuis 2011, 2012, 2013, après plusieurs... Mieux vaut tard que jamais. Voilà, comme on dit. Oui. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a un temps pour s'indigner. Il y a un temps pour les manifestations, il y a un temps pour organiser cette émotion, pour donner une forme intelligente à cette émotion, pour espérer produire des effets concrets. Les effets concrets, c'est quoi? C'est comment en finir avec l'abomination qui se déroule sous nos yeux en Libye. Voilà, on nous a appris, pour certains, on nous a appris que les nôtres, durant 4 siècles, ont connu l'état de meubles, que ce soit en Occident, que ce soit dans certains lieux en Orient. Aujourd'hui, on peut dire aujourd'hui qu'on n'était pas là. Aujourd'hui, ça se passe sous nos yeux. Donc on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Donc la question aujourd'hui, c'est que la mobilisation existe. C'est que comment faire en sorte que cette mobilisation se déroule dans un cadre intelligent pour pouvoir résoudre le problème qui se pose aujourd'hui. Monsieur Koné, vous êtes entrepreneur africain, votre centre d'intérêt, c'est en Afrique. Comment comprendre qu'un jeune Africain investisse parfois 4 000 $, 5 000 $, paie 5 000 $ à un trafiquant pour se retrouver esclave en Libye? Ben, tout d'abord, avant de répondre à votre question, vraiment c'est une pensée pour tous ces Africains aujourd'hui qui sont bafouillés dans leur dignité, toutes ces familles qui sont déchirées aujourd'hui sur le continent au vu de ces images atroces qui sont passées. Donc pour répondre à votre question, je dirais que on a du mal à comprendre que des Africains aujourd'hui qui, soi-disant, qui sont dans des conditions difficiles sur le continent, arrivent à avoir une certaine somme assez conséquente pour pouvoir arriver jusqu'en Libye, traverser et espérer, entre guillemets, avoir une vie meilleure sur ce continent-là, qui est pratiquement un nouveau départ et en probabilité, je pense que tous ceux qui ont fait ce parcours dans ce sens du nord au sud ou du sud vers le nord n'ont pas forcément réussi ici. Donc l'image qu'on donne de l'Eldorado n'est pas forcément la bonne. Maintenant, sur le volet sécuritaire, en Afrique, je pense que tous ces Africains-là, avant d'engager cette migration, si on peut appeler comme ça, vers les pays du Nord, je pense qu'ont essayé dans leur propre pays de s'installer, de faire quelque chose. Mais la terre sur laquelle ils sont nés, ils ont grandi, aujourd'hui, n'est plus possible de les accueillir, de leur donner vraiment les semences qui leur permettront de s'installer et de produire de la richesse pour nourrir leur famille et leurs enfants. C'est le manque de perspective qui fait qu'effectivement, ils se lancent, ils prennent le chemin difficile vers l'hypothétique Eldorado. Voilà, comme on dit, il y a des gens qui disent qu'ils préfèrent mourir dans l'océan que d'avoir honte devant leur mère. Vous êtes resté en Afrique, vous êtes entrepreneur africain, pourtant vous avez réussi en Afrique. Oui, parce que moi... ça veut dire qu'il y a encore la possibilité de réussir en Afrique. Oui, on peut réussir en Afrique. On peut réussir vraiment en Afrique, mais comme je vous dis, avec vraiment en toute franchise, il faut vraiment avoir relevé les manches, et parce qu'on a un problème de personnes, déjà, en tant que non-africains, de formation. Et quand on vient sur des marchés africains, on se rend compte que les solutions que nous voulons apporter pour nos États en Afrique, les Africains même localement qui sont là, nous combattent. Alors que nous sommes là pour leur apporter des solutions. Mais ça, c'est un autre problème sociologique qu'on pourra aborder dans le cadre de notre émission. Patrick Mbeko, dites-nous très rapidement, est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que ça apporte de manifester aujourd'hui devant l'ambassade ou le consulat de la Libye? Est-ce que ça peut avoir de répercussions aujourd'hui, très rapidement? Je pense déjà, on apprend l'ouverture d'enquête en Libye. Bon, ça, pour moi, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire du tout. Parce que ça fait plusieurs années que les responsables libyens disent qu'ils vont enquêter. Puis qui va enquêter? Puisqu'en Libye, il y a 2 gouvernements. Il y a plusieurs milices.
lourdement armés qui contrôlent plusieurs régions. En fait, tout ce qu'on nous raconte, c'est du n'importe quoi. Maintenant, quant aux manifestations, manifester, c'est bien. Mais c'est quoi l'objectif ? Quel est l'objectif poursuivi? Parce que si on manifeste, si on veut faire ce que moi j'appelle des manifestations spectacles, ça ne sert à rien. D'accord. Et aujourd'hui... Oui. Interpeller les autorités libyennes, ça ne sert à rien? Non, mais les autorités libyennes sont au courant de tout. C'est comme si vous allez en enfer et vous voulez interpeller le diable. Mais non, ça n'existe pas. Les autorités libyennes sont au courant de tout. Amnesty International avait saisi les autorités libyennes il y a de cela 3 ans sur cette affaire-là. Il y a l'agence d'immigration internationale qui avait fait la même chose il y a 1 an. Donc cela ne veut rien dire. C'est parce qu'il y a une certaine pression que les autorités libyennes essaient de manœuvrer. Mais encore une fois, quelles autorités? Est-ce que c'est Al-Sarraj qui contrôle une partie du pays, ou Khalifa Haftar, ou encore toutes les autres milices qui contrôlent d'autres... Alors, vous qui connaissez très bien ce pays, vous êtes en train de nous dire quoi? Qu'on ne peut rien faire? Non, en fait, il y a un problème. Le pays a été complètement déstabilisé. La Libye n'existe plus. La Libye comme État n'existe plus. On essaie de régler un problème sans pouvoir en interroger les causes profondes, comme l'a dit le compatriote qui est là. Le problème, il est là. Au niveau de la Libye, on ne peut rien régler tant et aussi longtemps qu'on ne va pas stabiliser la situation. On ne peut pas stabiliser la situation. Pourquoi? Parce que les puissances occidentales qui sont impliquées dans cette affaire-là ne peuvent pas vouloir que la Libye soit stabilisée. Parce qu'ils ont des intérêts, ils poursuivent des intérêts. Je vous rappelle une chose, dans ce livre que vous avez là, je reproduis un document des services secrets canadiens. Il est daté du 15 mars 2011. Le 15 mars, les services de renseignement militaire canadien dit quoi? Il envoie une note au Premier ministre Stephen Harper pour lui dire que si on intervient en Libye, il y aura une déstabilisation à long terme du pays. Et j'ai des discussions avec des gens au cœur de la défense canadienne où on explique que pour le gouvernement, il fallait déstabiliser. Qui dit service secret canadien, dit la CIA, dit le MI6, dit la DGSE. Donc tous ces gens étaient au courant de ce qui allait advenir une fois la Libye déstabilisée. Et je tiens à vous dire aujourd'hui que tout ce qu'on raconte sur les migrants, tous les services de renseignement occidentaux sont au courant, parfaitement au courant. Et je tiens à dire aussi qu'en 2011, une embarcation avec des Africains, il y a eu une embarcation, il y a eu près de 80 personnes sont mortes dans une embarcation près des navires de l'OTAN en 2011. L'OTAN est responsable du chaos actuel et de la situation que nous voyons en grande partie. Est responsable du chaos actuel. Si on manifeste, parce que vous avez parlé de manifestation, on va aller manifester devant l'ambassade libyenne qui ne veut rien dire. Mais vous avez le Quai d'Orsay ici, vous avez l'Élysée. Pourquoi vous n'allez pas manifester là-bas? Pourquoi vous ne pointez pas du doigt les acteurs majeurs de cette crise? Parce que ce que ces gens-là font, ce n'est pas mauvais, mais ils jouent le jeu des journalistes de CNN qui passent leur reportage en n'expliquant pas à leur opinion publique et à l'opinion publique mondiale pourquoi la Libye se retrouve dans cet état et qui sont ces gens qui vendent des Africains, parce que ces gens, ce sont des sous-traitants de l'OTAN. Comment la Libye était devenue une poudrière? Je propose qu'on marque une courte pause et qu'on en parle dans la deuxième partie de notre émission. À tout de suite. Deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Nouvelle invitée m'a rejoint, Claudie Sia. Vous êtes journaliste. Au fond, je ne vous présente plus. Vous avez, d'une certaine manière, provoqué ce que j'appellerais une insurrection des consciences. Et ça a donné lieu à une manifestation, une grande manifestation, ce samedi 18 novembre, devant la représentation diplomatique de la Libye. En France, vous êtes un homme révolté, indigné. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de me recevoir. Et mes deux autres invités sont restés avec moi. Patrick Mbeko, géopolitologue, et Brice Nzamba, avocat, analyste politique. En 2011, la France et avec l'OTAN ont voulu sauver Benghazi, éviter le bain de sang à Benghazi. Et en bombardant la Libye, ils l'ont désintégré et transformé en une poudrière où prospèrent désormais des activités de grande criminalité. De la stabilité à la poudrière, c'est un sujet de la rédaction signé Ibrahima Dioumaba. L'instabilité politique de la Libye occupe l'actualité depuis la chute du colonel Mouammar Kadhafi en 2011. En 6 ans, ce pays est devenu une plaque tournante du terrorisme et de l'immigration clandestine. Jadis connu pour sa stabilité et la floraison de son économie, la Libye préoccupe les Africains au plus haut niveau et c'est l'intervention de l'OTAN qui est pointée du doigt. Je ferai remarquer qu'à Deauville, au G8, le président Issoufou et moi, nous avons mis en garde les grandes puissances. Nous avons dit de ne pas intervenir en Libye.
Quelle est l'intervention? Elle a deux conséquences. La somalisation de la Libye et la priorisation du terrorisme chez nous. Somalisation de la Libye, parce que qui connaît comment le président Kadhafi gouverne avec Christophe Bétibi, s'il n'y a pas là, chaque tribu va prendre son autonomie, donc la Libye deviendra comme la Somalie. Depuis quelques jours, l'actualité africaine est occupée par la révélation faite par des médias sur le trafic de migrants et l'esclavage dont ils font l'objet en Libye. Dans certains pays, des manifestations ont eu lieu devant les ambassades libyennes. Le Burkina Faso a d'ailleurs rappelé son ambassadeur en Libye et l'Union panafricaine de la jeunesse s'est saisie de la question. Est-ce que nous ne pouvons pas avoir cette Libye qui défendait les Africains? C'est pas la Libye d'hier, ça. C'est pas la Libye qui venait au secours des Africains. Donc il ne faut pas que nous puissions oublier les responsabilités qui sont partagées ici. Nous devons prendre également le temps d'investiguer pour mener des actions concrètes. Et c'est pour cela que l'Union panafricaine de la jeunesse, dès aujourd'hui, nous avons décidé d'ouvrir des enquêtes. L'Union africaine s'active pour réunir les différents protagonistes afin de trouver une solution politique et mettre fin au chaos qui règne en Libye. La question de l'immigration clandestine devrait être abordée lors du sommet Union africaine-Union européenne qui s'ouvre à Abidjan le 29 novembre 2017. Nous avons dit que le problème libyen doit être résolu par l'Union africaine parce que les problèmes africains doivent être réglés par l'Afrique. C'est pourquoi aujourd'hui nous continuons notre travail pour que nous ayons la possibilité de réunir toutes les forces libyennes, les partis politiques, les chefs de style libyen, etc., pour mettre en place un gouvernement d'union nationale qui va organiser des élections. Mais vous savez très bien qu'il y a beaucoup d'intérêts en jeu en Libye et qu'il y a beaucoup d'interférences. Donc c'est une bataille que nous sommes en train de mener. La Libye est actuellement gouvernée par plusieurs forces adverses. En décembre 2015, des représentants du Parlement de Tobrouk et du Congrès général national de Tripoli ont signé un accord de réconciliation à Skirat au Maroc, sous l'égide des Nations Unies. Les deux principaux leaders, Fayez al-Sarraj et Khalifa Haftar, ont même adopté un plan de sortie de crise en juillet 2017. Le Premier ministre d'Union nationale souhaite la tenue d'élections présidentielles et parlementaires en mars 2018. Alors, Claudicia, avant de revenir sur les responsabilités extra-africaines du drame libyen, je voudrais vous poser une question sur les marchés à esclaves en Libye. Avec ces marchés, l'humanité redécouvre, ou du moins se découvre une nouvelle plaie. Et cette plaie vous indigne, vous révolte, et vous teniez à l'exprimer. Il n'y a pas de nouvelle plaie. L'esclavage n'a jamais cessé en Afrique, que ce soit en Afrique du Nord, ou en Afrique subsaharienne et d'une autre façon. Vous savez, sur ce plateau, je suis le seul dont le peuple est né dans les fers de l'esclavage, puisque je suis un Afro-Caribéen de la Guadeloupe, et que cette histoire de l'esclavage, cette violence de l'esclavage, je la ressens dans mon corps, dans mes tripes chaque jour. Les gens ont du mal à l'imaginer, sauf ceux qui, comme moi, peut-être viennent de ces populations-là. Je suis le premier en France à avoir organisé une marche de commémoration de l'abolition de l'esclavage le 23 avril 1998, parce que l'Espagne venait de commémorer la dite découverte des Amériques par Christophe Colomb, et la France était associée à cela, en oubliant le génocide des peuples autochtones et la déportation des millions d'Africains. L'esclavage a commencé, puisque les Arabes ont commencé à nous déporter, au 7e siècle. Puis sont venus les Européens dans un commerce triangulaire qui n'est pas triangulaire, puisqu'il n'y avait que deux côtés de l'Atlantique qui en bénéficiaient, et pas l'Afrique, en tout cas. Absolument. Ce qui se joue aujourd'hui... Il y a une dimension symbolique qui est importante pour vous. Ce que beaucoup de gens, en regardant cette vidéo, se sont dit, c'est juste un coup de gueule de Claude-Iciard. Oui. Et moi, je pensais d'ailleurs que je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Oui. Mais en faisant cette vidéo, je savais quelle était sa charge émotionnelle. Pourquoi? Parce que dans mes propos, dans mes mots et dans mon indignation, je vais en réalité bien au-delà de ce qui est en train de se jouer là, de ce drame. Alors certains s'étonnent en disant, je vous ai entendu tout à l'heure dire, oui mais tout le monde savait. Moi je crois qu'il faut qu'on sorte de la logique des sachants, parce qu'il y a des gens qui ne savaient pas, ou parce qu'ils sont mal informés, ou parce qu'ils ne veulent pas savoir, ou qu'importe la raison. On est dans des temps médiatiques, nous sommes là dans un média important qui permet à celles et ceux qui nous regardent de comprendre le monde et de comprendre l'Afrique. En tout cas, la grande masse ne le savait pas. Exactement, lorsque vous avez un temps médiatique, un épisode médiatique qui crée de l'émoi, et vous pouvez vous en saisir pour aller beaucoup plus loin dans la compréhension de cette géopolitique, et là je suis à côté d'un géopoliticologue, donc qui peut en parler un peu plus que moi, et vous devez arriver à saisir ça et à faire entendre votre cri. Et puis, on peut s'en prendre à l'OTAN,
On peut s'en prendre à l'Europe, on peut s'en prendre à la France, on peut s'en prendre à tout le monde. Il y a un moment donné, moi, lorsque j'entends les responsables politiques de notre continent, avec des déclarations d'indignation, avec des envies où il faut saisir les tribunaux internationaux, il faut ceci, cela. À quel moment nous allons, nous, écrire l'histoire? À quel moment nous allons nous décider de ce qui est bien ou de ce qui est mal? Moi, si j'avais été président d'un pays, non seulement je convoquais l'ambassadeur de Libye, mais je le renvoyais, je rappelais mon ambassadeur, j'envoyais un avion pour aller chercher mes ressortissants. Mais surtout, j'aurais mis en place des politiques qui auraient empêché mes jeunes de partir. Je leur aurais donné du travail. Mais nous savons qu'en amont, il y a quoi? Il y a une forme de... Et puis j'en aurais terminé, il y a une forme de néocolonialisme qui ne dit pas son nom, avec des accords de décolonisation qui enferment, qui nous emprisonnent. Et nos chefs d'État ont peur de dire à leur population, voici les accords de décolonisation, nous sommes pieds et poings liés. En tout cas, le Burkina Faso a déjà rappelé son ambassadeur en Libye. La Côte d'Ivoire prend déjà des mesures, a même déjà pris des mesures pour rapatrier ses ressortissants qui sont en Libye. Mais dites-nous, Patrick Mbeko, Claude Sia l'a dit, on peut s'en prendre à la France, on peut s'en prendre à l'OTAN, mais le fait est là, la réalité est là, ce sont nos frères qui sont là maintenant et qui souffrent. Mais dites-nous, dans quelle proportion devons-nous interpeller la responsabilité de l'OTAN et des pays qui ont contribuer à la dislocation de la Libye? Moi, je pense qu'il faut très rapidement. Il faut le faire il y a plusieurs étapes. Et quand je disais d'ailleurs que tout le monde le savait, je parlais des chefs d'État parce que c'est ça que vous parlez. Les populations, je peux comprendre que les gens ne savaient pas. Et puis souvent, on l'a remarqué avec les réseaux sociaux, il y a aussi cette tendance à faire. Il y a beaucoup de spectacles avec les réseaux sociaux. Ça, c'est une réalité aussi. Parce qu'on a. Mais c'est l'époque, vous voyez. Exactement. On a beaucoup parlé quand même de cette affaire des Noirs qui étaient martyrisés en Libye et les gens n'ont pas beaucoup bougé. Et il n'y a pas que la Libye. Il y a beaucoup de pays africains, il y a des problèmes et les gens ne bougent pas. Absolument. On attend, les gens ne bougent pas. C'est-à-dire que quand il y aura un reportage, les gens vont bouger. C'est une réalité que l'on observe. Donc, je suis d'accord avec Claudie quand il dit qu'il y a une responsabilité à prendre. Et cette responsabilité, écrire l'histoire, c'est aussi faire comme Cheikh Anta Diop l'avait dit, ne pas chercher à ce que la vérité ait une couleur. Vous avez une vérité, vous vous saisissez de cette vérité-là et vous avancez. C'est ça aussi. Alors aujourd'hui, l'un des problèmes qui se pose en ce qui concerne la Libye, c'est vrai, on peut parler contre les chefs d'État africains, mais nous savons aujourd'hui aussi que la plupart de ces chefs d'État africains ne nous représentent pas. Ils représentent les gens qui les ont placés là. Est-ce que vous avez vu les Angolais là-bas? Avez-vous vu les Sud-Africains là-bas? En Libye? Bon, c'est vrai que de l'Afrique du Sud à Tripoli, attention, le chemin est long quand même. C'est possible. C'est possible parce que les gens, quand ils sont déterminés, ils vont très loin. Bien sûr. Absolument, on est d'accord. Alors, il y a un problème de gestion au niveau des États africains, de gouvernance. Mais on ne peut pas escamoter les causes profondes de cette réalité-là. Parce qu'on a quand même vu, il y a des États, moi je viens du Congo, là, un pays où il y a eu combien 6 millions de vies fauchées. 6 millions. Je dis bien 6 millions. Essayez de vous dire que le Congo-Brazza, le Gabon et la Guinée ont disparu comme ça. Ça, c'est au Congo-Brazza. Et ça continue. On n'en parle pas. Il y a une responsabilité tant au niveau africain qu'aussi à l'extérieur. Et la responsabilité extérieure est beaucoup plus importante. Parce que si on n'avait pas déstabilisé la Libye, nous n'aurons pas eu ça. Nous n'aurons pas eu la déstabilisation du Mali, qu'on semble oublier. Nous n'aurons pas eu la déstabilisation du Sahel, puisque cette région-là est polluée par des groupes armés de toutes sortes aujourd'hui. Mais on l'a vu, vous êtes géopolitologue, vous avez entendu le président Alpha Condé dans l'élément qui est passé, il a dit « Nous étions contre les bombardements. » Exactement. Nous étions farouchement contre cela. Il y a une chose qu'il faut dire. Il y a une chose qu'il faut dire. Les chefs d'État africains étaient contre le bombardement de la Libye. Et si moi, j'étais chef d'État africain, j'allais aussi prendre mon courage et agir contre les puissances occidentales. Parce qu'on ne peut pas... Ça nous fait deux candidats sérieux et crédibles au poste de président. Mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que nous devons être prêts aussi à dire nous allons rompre nos relations diplomatiques avec vous. Puisque de toute façon, est-ce que nous gagnons quoi? Que gagnons-nous dans nos rapports avec l'Occident? Rien. C'est ça la vérité aussi. Nous ne gagnons pas grand-chose, à part ce qu'on appelle aide qu'on nous jette un peu comme des chiens. C'est ça la vérité aussi. Alors l'Afrique aussi doit devenir responsable au niveau interne. Parce que parfois, il y a des déstabilisations qui se font dans nos États à l'interne, où des chefs d'État jouent le rôle de sous-traitants des intérêts étrangers pour déstabiliser leurs voisins. Vous voyez, le problème est beaucoup plus complexe. Parce que quand vous rentrez dans l'arène géopolitique, ça devient très complexe. Absolument. Alors vous avez des responsabilités tant sur le plan interne qu'externe. Et parfois pour...
essayer de juguler tout ça, c'est assez complexe. Mais la chose la plus importante, c'est au niveau des populations africaines. Cette conscience historique qui s'installe, qui va permettre aux populations africaines de se prendre en charge. Parce qu'aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est qu'il y a un réveil. Et il faut travailler dans ce sens-là, pousser pour qu'il y ait de changements profondeurs. Il faut que les chefs d'État, et il a dit une chose qui est très importante, c'est que les chefs d'État africains ne s'en remettent pas à leur peuple. Alors que s'ils s'en remettaient à leur peuple, leurs peuples deviendront leur bouclier face à des émissions étrangères. Ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Brice Nzamba, curiosité de l'histoire, les Européens se frottent les mains en ce moment. Ils disent ils commencent à comprendre, mais c'est très bien si leur mobilisation peut faire que effectivement on ne soit plus envahi, ce serait très bien. Et comment devons-nous aller au-delà? Parce que n'oublions pas qu'au départ, il y a cet accord avec Kadhafi qui consistait à sous-traiter la question des réfugiés en Libye. Ça a été une erreur? Mais écoutez, moi je suis vraiment étonné. C'est-à-dire qu'on devrait d'abord se poser la question de savoir pourquoi les gens s'y retrouvent en Libye. Bon, la circonstance de savoir que la Libye est déstabilisée, etc., c'est très intéressant. Que la Libye soit déstabilisée et que les miliciens libyens se disputent pour le pouvoir en Libye, ça peut arriver, comme ça arrive dans sous d'autres cieux. Mais la question, c'est comment des jeunes Africains partent de chez eux. Pourquoi ils partent de chez eux, marchandent et prennent des... Alors on l'a dit, manque de perspective, voilà, tout ça, c'est vrai que... Mais non, mais il faut approfondir, parce que ça, ce sont des expressions générales, manque de perspective. Il faut indexer les problèmes et mettre les noms, mettre les mots aux situations. Parce qu'aujourd'hui, le frère Mbeko a souligné un point important qui est la conscience historique. Il manque criardement en Afrique, au niveau de l'élite. Moi, je ne parle même pas de la population, parce que la population n'est que le reflet de l'élite, c'est l'élite qui fait la population. Au niveau de l'élite africaine, il y a un problème de conscience historique. Les gens ne réalisent pas 400 ans d'esclavage que les nôtres ont vécu. Les gens n'ont pas conscience des causes qui ont généré ça, et parce qu'un peuple qui n'a pas conscience de son histoire est condamné à revivre cette histoire. Et ce n'est pas que des mots, on est en train de vivre ça au quotidien. Voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a des prospections qui sont faites dans des cercles de réflexion occidentaux, sérieux, qui disent que en 2040-2050, la population africaine va constituer 50% de la population mondiale. Oui, soit 2,4 milliards. Voilà, ça c'est 2050. En 2300, ça c'est des projections encore plus loin, parce que ces gens-là, ils voient... Oui, c'est des gens qui voient loin. Que nous, on parle que d'aujourd'hui, demain, on ne sait pas ce qui va se passer. Ils disent que 85% de la population africaine, si on ne fait rien, 85% de la population mondiale risque d'être africaine. Si on ne fait rien. Donc, c'est-à-dire que les conditions telles que le planning familial est fait en Afrique, etc., s'il n'y a rien n'y est fait pour s'opposer à cet élan-là, la population africaine ne fera que s'est multiplier. Alors, quand on a des hommes politiques, une élite qui est visionnaire, elle fait quoi? Elle prévoit des cadres structurels, d'abord, l'existence d'un vrai État, parce qu'un État, déjà, il contrôle son territoire. Un État s'adosse derrière une nation qui a une vraie conscience des intérêts communs. Et ensuite, il y a une vision de puissance pour se protéger, non pas seulement à l'échelle de l'État, à l'échelle de la sous-région et à l'échelle du continent. Il faut une vision. Et quand on n'a pas cette vision-là, la nature ayant horreur du vide, on subit la vision des autres. C'est que justice. Donc, on est dans un processus où, aujourd'hui, on s'indigne, ce qui est très bien, mais s'il n'y a pas une élite qui a une vision et qui a la volonté de créer les conditions, de se donner les moyens d'assurer sa propre survie, comme disait Frantz Fanon, un peuple ne développe pas un autre peuple, il se développe lui-même. Il faut d'abord partir de son propre intérêt. Ça, c'est ce qui nous manque. Nous avons aujourd'hui des chefs d'État qui ne représentent que leur clan et leurs propres intérêts. Ils n'ont aucune perspective, aucune vision pour leur jeunesse. Alors moi, je suis étonné que des jeunes qui vont se noyer dans l'océan, en Méditerranée, ou qui sont même maltraités dans des pays du Maghreb, aucun chef d'État africain ne monte au créneau. Mais c'est quand même extraordinaire. Donc, mais ils sont combien? Non, il faut dire qu'à l'époque, il y a des articles concernant la maltraitance des Noirs en Algérie, où on les interdit même de prendre des bus. Quel chef d'État africain est monté au créneau pour s'indigner? Il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il y a une situation où on a le sentiment qu'il y a des contingences politiques qui sont mais quand on est chef, la question se pose. Ou alors on démissionne. Voilà. Très rapidement, Claudie Siya, il soulève un problème, enfin un binôme, mauvaise gouvernance, population galopante. Éducation. On est dans l'éducation. C'est une problématique d'éducation.
éducation des élites, et donc forcément, vous savez, lorsque vous avez à la tête d'un État des personnes telles qu'elles soient, je ne veux pas citer un pays, mais lorsqu'un ignorant dirige et ignore qu'il est ignorant, c'est le pire des fléaux. C'est le pire des fléaux. Et pourtant, il y a des pays qui arrivent quand même à s'en sortir. Vous avez dit tout à l'heure, est-ce que vous voyez des Angolais là-bas? On ne peut pas s'en sortir tout seul. On ne peut pas s'en sortir tout seul. Il y a un problème de vision. On laisse d'abord Politicien finir, s'il vous plaît. Non, je voudrais juste te dire sur la problématique d'éducation, vous savez, on a un vrai problème d'imaginaire en Afrique. C'est-à-dire que lorsque vous n'éduquez pas votre population en lui inculquant l'histoire que vous voulez, qui est la sienne d'ailleurs, qui doit être la sienne, lorsque vous regardez les manuels scolaires d'histoire en Afrique francophone imprimés par une grande société française, imaginez qu'aux États-Unis, ce soit des Chinois qui impriment les manuels scolaires d'histoire, ce serait invraisemblable. Et que l'histoire commence à la colonisation, vous vous rendez compte le terme d'imaginaire que vous créez chez les jeunes lorsque vous avez, puisque le sommet bientôt de l'Union africaine et de l'Union européenne, mais comment voulez-vous que l'Union africaine puisse imposer sa vision, je dis même pas l'Union africaine, mais les différents individus et présidents qui parfois, lorsqu'ils sont en privé, vous disent voilà ce qu'il faut faire, et qui ne le font pas, lorsque l'Union africaine est financée en grande partie par l'Union européenne. Non mais si par exemple, mon cher Patrick, il y a une VETAS qui vient d'être créée, qui rentre en vigueur en 2018, notamment sur les produits non africains. Non mais si Patrick me finance au quotidien tous les mois, si je suis pas d'accord de quelque chose, je vais lui dire oui Patrick, il va me dire quoi? Bon, ben rien, Patrick. Parce que c'est lui qui paye. La dépendance est là. Donc, à un moment donné, on a véritablement un problème. Vous savez, sur l'histoire de l'esclavage, en Algérie, vous avez cité l'Algérie, et en octobre dernier, donc récemment, un arrêté très clair ministériel a été pris par les uns et les autres en disant vous ne devez plus prendre, si vous êtes chauffeur de bus, chauffeur de taxi, vous ne devez plus prendre de migrants. Et les migrants, ce sont les Noirs. Très clairement. Et personne ne s'est indigné de ça. Voilà. Patrick Mbeko, Fatou Bensouda, la procureure de la CPI, dit « Mes services observent rigoureusement la situation sur le terrain pour voir dans quelle mesure nous pourrons... » Là, nous sommes dans quoi? Dans Farinade? Nous avons parlé de la CPI ici chez vous. Et je vais expliquer, moi, quand je travaille sur le dossier libyen, quand j'ai enquêté, moi, j'ai eu des contacts avec les gens dans le bureau du procureur, les gens de son bureau. Et je me rappelle, à l'époque, il y avait des mandats contre Muammar Kadhafi, son fils, et puis Abdallah Sinoussi. Quand Kadhafi a été assassiné, quelqu'un dans le bureau du procureur m'a dit « Écoute, Kadhafi est assassiné, et puis c'est fini, le dossier est fermé. » La CPI est au service des États puissants. On a parlé de vision. Il faut avoir une vision. Mais quelle vision? Reposant sur quel paradigme? Parce que nous avons des gens aussi qui ont beaucoup évolué en Occident, ou qui évoluent en Afrique, qui ont des grands diplômes, mais dont le paradigme de départ est pollué par l'idéologie. Donc quand le président du Niger demande à la CPI d'ouvrir une enquête en Libye... Écoutez, les Africains ne sont-ils pas responsables pour mettre en place une structure judiciaire pour faire la lumière sur tout ça? Moi, je viens de suivre, je suis en train de travailler sur un dossier et je sais aujourd'hui que la Cour africaine des droits de l'homme a enquêté sur une affaire concernant le Rwanda. On est capable de le faire. On est capable de le faire. Pourquoi est-ce qu'un jour on va juger l'OTAN devant la CPI? Est-ce qu'on va juger l'OTAN devant la CPI? Pourquoi les Africains vont signer des traités qu'ils ne comprennent pas? Un exemple, les États-Unis n'ont pas ratifié le protocole de Rome, ni la Chine, ni la Russie. Mais ça ne nous dit rien. Eh bien, ils le financent. Et c'est ça qui est quand même incroyable. Hein. Ils financent ces cours-là, mais ils n'ont rien ratifié. Alors, les Africains... Ceci dit, une enquête est ouverte en Afghanistan. Mais il y aura... Non, attention. Il y a eu des enquêtes en Géorgie. Dans tous les pays où la CPI est impliquée, ce sont des pays qui sont aux prises et qui sont au cœur des grands enjeux mondiaux, je vous ai déjà dit ça. Oui. Et quand on enquête en Géorgie, c'est parce que la Russie est intervenue en Géorgie. Quand on enquête en Palestine, on ne dit rien sur Israël. En Afghanistan, les Américains sont impliqués, mais est-ce que vous croyez qu'on va condamner un Américain? Ils ont bien dit qu'aucun militaire américain ne sera poursuivi un jour. Donc à un moment donné, il y a une responsabilité à sauf chez eux. Parce qu'on ne demande à aucun chef d'État d'aller ratifier ces trucs-là. Messieurs, je vous propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite.
troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Nouvel invité m'a rejoint. Il était dans la première partie de cette émission. Salif Koné, vous êtes expert en stratégie militaire et défense. Merci de m'avoir rejoint. Et Claudicia est resté avec moi de même que Patrick Mbeko, le géopolitologue. Mettre fin au drame qui se joue en Libye, c'est d'abord empêcher de nouveaux départs. Mais comment y parvenir? Avant d'en parler avec vous, je vous propose d'écouter ce qu'en dit Moussa Faki Mahamat. Il est le président de la Commission de l'Union africaine. L'estime est grande et ma volonté inébranlable de tout faire pour que les criminels rendent compte de leur ignominie. J'ai dans la foulée et en attendant d'identifier avec plus de précision d'autres réponses structurelles, décider ce qui suit. L'envoi en toute urgence de Madame Amira El Fadel, commissaire des affaires sociales pour une mission en Libye, pour porter notre message de vive préoccupation aux autorités libyennes, de solidarité, de compassion et de soutien aux victimes des crimes. La saisine de la Commission africaine des droits de l'homme pour diligenter, selon les procédures également d'urgence, les enquêtes et autres procédures juridiques et judiciaires pertinentes afin que les auteurs soient poursuivis, jugés et condamnés aux peines qu'ils méritent. La demande adressée à certains États membres pour la mobilisation des appuis logistiques aux fins de rapatriement éventuel de ces migrants africains en Libye qui souhaitent rentrer dans leurs pays respectifs. Le renforcement de la relation avec les partenaires de l'Union africaine, notamment les agences spécialisées des Nations Unies, telles que l'OIM et autres, pour conjuguer les efforts avec les nôtres afin de venir en aide aux victimes et pour robuster les assistances diverses aux migrants africains dans tout l'espace méditerranéen. C'était donc Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine. Claudicia, et une mesure phare a été annoncée par le président, c'est d'affréter des avions pour que tout Africain, il ne dit pas, il n'a pas nommé un pays, tout Africain aujourd'hui en Libye qui souhaite retourner dans son pays puisse le faire. On peut y voir une forme de volontarisme politique. Il a vraiment fallu qu'on pousse, hein. Oui. Il a vraiment fallu que l'on crie, que l'on s'exprime. Alors c'est vrai, tout à l'heure, au début de l'émission, lorsqu'on disait que tout le monde savait, moi dans mon émission sur RFI, depuis des années, effectivement aussi, je dis voilà ce qui se passe là, voilà ce qui se passe ici, tout le monde sait, tout comme par exemple, je parle du drame de la jeunesse, que ce soit les jeunes qui partent ou les jeunes qui restent, et personne ne fait rien. Et un jour on dira peut-être, lorsqu'on prendra les bonnes mesures, ben oui, mais tout le monde savait que la jeunesse ne vivait pas bien sa situation sur le continent. Vous savez, moi j'en ai un peu assez. Mais vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas heureux, non? J'en ai assez des grandes décisions ou intentions, en tout cas, de décisions, et qui parfois n'accouchent que de petites souris, pour reprendre une phrase toute faite. Il ne faut jamais oublier quand même ce qui s'est joué dans cette histoire-là. Parce que si effectivement il n'y avait pas eu, alors je ne sais pas quel est l'agenda des uns et des autres, mais ce reportage, l'indignation, le fait que, enfin bon bref, bien sûr, nos jeunes seraient encore en train de ne pas avoir en tout cas de regard sur eux. Parce que là, les trafiquants, que font-ils? Certains vont épuiser leur dernier stock d'esclaves. D'autres vont peut-être les tuer. On sait bien que les groupes armés, que les milices ont toujours tué. Nous, on a toujours alerté en disant nos jeunes se font tuer dans le désert, et ça n'a jamais fait bouger nos chefs d'État. C'est parce que je suis pas en train d'essayer de les acculer et de leur dire ce n'est pas bien de faire quelque chose. C'est bien s'ils commencent à faire quelque chose. Faut jamais oublier que l'Union européenne a donné le 3 février 2017 une rallonge de 200 millions d'euros à la Libye, justement d'Al-Sarraj, pour pouvoir enrayer, pour reprendre un terme qui se veut diplomatique, enrayer cette migration. En réalité, c'était pour stopper ces migrants-là. On savait bien qu'ils allaient se retrouver dans un cul-de-sac, dans un pays où on tue les nègres. Patrick Mbeko, comment doit-on imaginer cette mesure qui vient d'être annoncée dans sa phase pratique? Les gens, ils sont pris en otage, ils sont dans les mains de leurs ravisseurs. Comment est-ce qu'on peut organiser leur rapatriement?
On ne pourra pas l'organiser, à moins que les ravisseurs acceptent de les laisser partir. C'est aussi simple que ça. Vous avez un gouvernement qui ne dirige rien en Libye. Al-Sarraj dirige un coin du pays. Vous avez Khalifa Haftar dans un autre coin. Oui. Et puis les milices, les amis de l'OTAN, qui dirigent aussi certaines régions du pays. Et ce sont ces gens-là qui gardent en otage nos frères, c'est sûr. Ce sont ces gens-là qui les vendent. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de leurs organes. Les gens oublient ça. On les vend parce qu'on a besoin de leurs organes. Ou alors pour de la prostitution, autre chose. Et ces gens-là, vous allez leur demander à ces gens-là, mais écoutez, rendez-nous nos populations, ils vont rentrer chez eux. Non, mais vous avez suivi quand même les témoignages de certains oui, tout à fait, tout à fait. Ils disent clairement qu'on leur demande d'appeler leur famille en Occident pour qu'ils envoient l'argent. Et même en Afrique. Exactement. Même en Afrique. Et même quand ils le font, après ils changent d'avis. Alors en fait, ce que le monsieur de l'Union africaine dit, c'est du n'importe quoi. C'est de la com, en fait, parce qu'il y a eu quand même cette vague. C'est de la com. Mais que faut-il faire? Que faut-il faire là maintenant? Le problème, c'est ça. Le problème, c'est qu'il y a un pays qui est déstabilisé là. C'est comme si... Mais ça, on l'a constaté. Mais oui, mais après le constat, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas régler la question libyenne, la question des migrants, si on ne règle pas la question libyenne. On ne peut pas régler la question du Sahel si on ne règle pas la question libyenne. Tout ça est lié, qu'on le veuille ou pas. Et il y a un travail à faire au niveau des pays d'où les migrants partent. Ça, c'est un fait, on l'a dit. Mais au niveau de la Libye, regardez, ça fait 5 ans que les mecs négocient. Ça fait 5 ans. Oui. Ils viennent là, le président ils vont aux États-Unis. Rien ne change. Vous savez pourquoi rien ne change? Parce que les puissances occidentales qui sont en arrière-scène, chacune joue sa partition. Vous avez Al-Sarraj qui est soutenu par des gens qui vendent des Africains. Vous avez Khalifa Haftar qui est soutenu par les mêmes gens qui vendent les Africains. Les deux sont soutenus par les puissances régionales. Vous avez l'Arabie Saoudite, le Qatar, vous avez aussi l'Égypte, vous avez la Turquie. Et tous ces pays sont chapeautés par qui? Par les puissances occidentales. Voilà la réalité. Richard, alors, c'est un piège sans fin. Attendez, je suis désolé, juste 30 secondes. Je voudrais juste te dire que l'avion qu'on envoie en Libye, il va atterrir d'abord. Quand vous avez un pays qui est cassé en 1000 morceaux, nos frères qui sont en Libye ne sont pas parqués en pleine ville, ils sont dans des camps. Ils ne sont pas dans une ambassade. Qui ne sont pas répertoriés, qui sont dans le désert, qui sont dans des sous-sols, vous prenez les reportages, vous prenez les témoignages de ces migrants-là. En Bénin, ils voient des avions pour dire c'est bien, c'est un début. Mais celui qui sait qu'un avion existe, est-ce que celui qui est assis dans le désert peut savoir que son pays déjà a envoyé un avion, sachant très bien que dès qu'ils arrivent, le premier truc qu'on fait, on leur prend leur passeport, on leur prend leur téléphone et on les réduit à l'esclavage, on leur coupe tout moyen. Aujourd'hui, ils peuvent même pas. On ne savait pas de quelle Richard, il y a un moment donné ici. Il faut arrêter de rêver. Voilà, ici sur ce plateau, il y a des éminences grises. Des gens qui peuvent réfléchir, conseiller nos chefs d'État, leur dire voilà ce que vous pourriez faire. Ce sont des choses simples. Attendez, des choses simples. On n'entend que du bon sens ici et de l'intelligence. Comment se fait-il que ce bon sens et cette intelligence-là ne soient pas aux côtés de ces chefs d'État? Il ne faut jamais oublier une chose. Ce qui se joue là, ce qui est perpétré là, ce sont des crimes contre l'humanité. Vous avez l'Union européenne qui a financé des tueurs, qui a financé des gens pour tuer d'autres gens. Et parce que nous ne sommes rien, nous sommes si faibles dans ce monde, parce que ce monde a été construit par les Occidentaux, il répond à des règles initiées, attendez, par des Occidentaux, et nous ne sommes que des figurants. Nous n'avons pas compris. Moi, par exemple, si ça était un billet de banque, par exemple, imaginons que ce soit un billet de banque, il n'a que la valeur que je lui donne. À un moment donné, nous pouvons très bien dire, nous sortons de cette communauté dite internationale, qui n'a d'international que l'occidentalisation. Nous pouvons très bien en sortir et dire, maintenant, même si nous n'avons pas les plus beaux satellites du monde, nous allons vivre entre nous, créer notre monde et sortir de ce monde-là. Je vous assure, c'est quelque chose de simple. Nous ne pouvons plus répondre et accepter des règles qui nous oppressent et qui font de nous même pas des vassaux, des esclaves. Parce qu'en réalité, l'Afrique est un continent d'esclaves. À différents niveaux, nous sommes donc un continent d'esclaves. Vous savez, excuse-moi Claudie, l'une des personnes là, il y a un gars parmi les esclavagistes là-bas, Abdelhakim Belhaj. Il a été accueilli ici à Paris. À Paris. Par les autorités françaises. Mais ce monsieur... À l'époque, on ne savait pas qu'il était... Attention. Ce monsieur a été arrêté en 2004 en Malaisie par la CIA parce qu'il n'était pas soupçonné. On savait qu'il était proche d'Oussama Ben Laden, impliqué dans les attentats
contre les intérêts américains. Il a été arrêté, envoyé en Libye. Kadhafi l'a gracié, il l'a laissé partir. En 2011, il a été récupéré par l'OTAN pour combattre contre Kadhafi. Ce monsieur, après la chute de Tripoli, c'est lui qui a pris Tripoli avec l'aide de l'OTAN, des forces spéciales françaises. Après, il est venu ici en France, accueilli en grande pompe. Les journalistes étaient là en train de cirer ses pompes. Ce monsieur est devenu milliardaire. Il est au cœur d'un vaste réseau de trafic. Allons-nous partir de cette émission avec l'idée qu'on ne peut rien pour nos frères? On peut faire quelque chose, mais il faut dire quelque chose de très important ici. À un moment donné, il faut avoir le courage de dire acceptons de vivre dans notre coin, dans notre pauvreté, mais dans la dignité. Voilà. Parce qu'il ne sert à rien d'aller vous asseoir autour d'une table avec des gens qui ne jouent pas franc jeu. Parce que nous sommes là aujourd'hui, il y aura cette réunion-là en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, Afrique-Union européenne, 29-30 novembre 2017, qu'est-ce qu'on doit dire à ce sommet? Pendant ce temps, très rapidement, on fait il y a les Occidentaux veulent revenir en Libye officiellement. Là, je voulais parler de l'importance du reportage. Le reportage nous a permis à un certain de nos compatriotes africains de comprendre ce qui se passe. Mais derrière ce reportage, il y a aussi une stratégie. Parce que là, l'Occident va... Qu'est-ce que les Américains vont dire? On vend des Noirs, on va l'intervenir, non pas pour les aider, pour des raisons purement stratégiques. Et il faut que l'on le comprenne. Alors, il y aura un sommet de chefs d'État avec l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Le président Alpha Condé, président de l'Union européenne, dit « Je mettrai le problème sur la table ». Non, pas mettre le problème. Il faut dire la vérité aux gens qui sont en face. C'est tout. Leur dire, nous savons comment vous fonctionnez, là, enough is enough. Si on n'est pas capable de dire ça, on veut faire de la diplomatie. Vous savez, quand je travaillais sur ce bouquin, j'étais choqué par une chose. Les diplomates que je rencontrais, en privé, ça vocifère comme pas possible. En public, c'est étonnant. Vous les voyez là, comme des bambins, ils vont courber les chines. C'est choquant. Il y a un diplomate, un conseiller d'un chef d'État qui m'a dit, qui était dans tous ces États qu'on parlait de la Libye, mais quand je l'ai vu une fois à la télé, j'étais choqué. J'ai entendu parler, j'étais choqué. C'est ça. Il faut avoir le courage de le faire parce que ce sont nos enfants. Vous êtes en train de nous expliquer que les dirigeants africains doivent tenir le langage de vérité au sommet Afrique-Union. Vous pensez que la Chine se soucie de ce que pensent les Occidentaux, les Chinois? Vous pensez que les pays d'Amérique latine se soucient de ce que pensent les Occidentaux d'eux? Ils ont souffert, ils ont été sous la bord des États-Unis. L'Amérique latine était l'arrière-cour des États-Unis. Aujourd'hui, ces gens ont décidé de dire enough is enough. Ils ont décidé de prendre leur destin en main. On peut le faire. Moi, je pense que ce n'est pas impossible. Salif Koné. Oui, moi, je pense au-delà de mettre le problème sur la table, tenir le langage de vérité, concrètement, qu'est-ce que l'Union africaine doit exiger dans quelques jours de l'Union européenne? Aujourd'hui, nous avons sur le continent un service de renseignement qui permet de maintenir certaines personnes au pouvoir. Quand il y a des manifestations sur le continent, ils sont bien avancés, bien au courant des trucs. On a un parcours des migrants sur le continent. On sait où ils passent, on sait où ils vont, la stratégie pour arriver à Tripoli, on le sait. On connaît la vague. On a des pays qui sont de l'Union européenne. Ils passent dans les pays africains. Mais on a des forces d'interposition africaines. Pourquoi pas renforcer au niveau de ces passages-là des contrôles pour éviter ceux qui sont déjà là-bas. Moi, je parle de ceux qui sont déjà là-bas. Voilà, ceux qui sont déjà là-bas. Qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce que les chefs d'État africains doivent dire à leurs homologues européens au prochain sommet? Le problème, celui qui a été à la cause, comme on dit, c'est le pollueur qui paye. C'est le pollueur qui paye. Je ne vois pas un pays africain aujourd'hui qui a la capacité, ne serait-ce que financière ou militaire, d'aller dans le désert, aller chercher ces immigrants, les localiser. Aujourd'hui, c'est l'Union européenne. Aujourd'hui, c'est l'OTAN. Ils ont assez de moyens, des drones à leur disposition pour identifier, ne serait-ce que identifier sur une cartographie, aujourd'hui, où se trouvent nos frères sur le continent et envoyer maintenant leurs équipes à disposition pour aller récupérer ces gens et revenir là. Nous sommes à une génération aujourd'hui, nous, Africains, une nouvelle génération, une nouvelle ère. Ce que nos parents ont fait, nous ne sommes plus prêts à les accepter aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons les affronter de face, les yeux dans les yeux, et le partage du gâteau aujourd'hui se fera avec nous. Ils n'ont pas le choix, et ça sera comme ça. Frantz Fanon a écrit Les damnés de la terre, et j'ai dit, moi, dans mes déclarations, nous ne serons plus jamais
les damnés de la terre. Les Africains, j'ai quelques instants, parce que vraiment, le comité, le collectif que nous avons créé, il y a quand même des propositions, il y a des choses qui vont se faire. Moi, je n'ai pas fait tout ça, cette manifestation, juste pour m'arrêter là. Vous l'imaginez bien, qu'il y a un projet derrière. Les Africains sont les seuls qui n'ont pas le droit de voyager à travers le monde comme les autres. Est-ce qu'il faut rappeler ici comment ont été peuplées les Amériques, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Tasmanie, c'est-à-dire par le génocide des peuples autochtones, par le vol, par le brigandage. Et aujourd'hui, les Européens sont sur ces terres-là et ils estiment que ce sont leurs terres. Il n'y a pas de raison. Et moi, je ne dirai plus jamais aux jeunes, ne partez pas. Lorsqu'on est jeune, qu'on a 17 ans, qu'on n'a pas d'espoir d'une vie meilleure sur sa terre, on veut chercher l'espoir d'une vie meilleure. Souvenez-vous cette chanson de Goldman, là-bas. C'est ce qu'il dit dans cette chanson qui a 25 ans à peu près. Aujourd'hui, il y a des possibilités pour que les choses changent. Pour cela, il faut que nos responsables politiques nous écoutent. Je crois, puisque nous sommes au cœur de l'esclavage, moi j'ai souvent dit depuis 15 ans, je dis à différents responsables politiques, je leur dis, nous avons le culte des ancêtres dans nos cultures, dans nos identités. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas une journée officielle pour honorer la mémoire des millions d'Africains esclavagés durant la traite arabe et durant la traite européenne? Il faut qu'il y ait ça, parce que ça veut dire que nous nous réapproprions notre histoire et nous écrivons l'histoire avec notre regard à nous et pas le regard occidental. Il faut qu'il y ait, je l'avais organisé en Guinée en 2015, il faut qu'il y ait aujourd'hui sur un continent de jeunes, qu'il y ait des consultations nationales de la jeunesse. Il faut consulter la jeunesse pour savoir quelle est leur vision de la nation, de l'avenir du pays et de leur avenir également individuel. Ça me semble important. Et puis, il y a un fonds qui a été mis en place depuis déjà 2-3 ans, je crois, pour que l'Union africaine crée un média panafricain, radio et télévision. Il est important aujourd'hui, tant que dans un monde de l'hypermédiatisation, tant que vous ne contrôlez pas l'information, votre image ne sera jamais conforme à la réalité. Il faut donc que ce fonds soit à la disposition de professionnels et que nous puissions créer une chaîne de télévision internationale, une chaîne de radio internationale, quelque chose de multimédia avec des sites et que ce soit la voix de l'Afrique. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien.